On va accueillir maintenant un autre érudit qui est professeur honoraire au département des communications de l'Université de Montréal, professeur associé à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ses recherches portent notamment sur les médias, les industries culturelles, les statistiques de la culture. Il a d'ailleurs collaboré régulièrement aux travaux de l'Observatoire de la culture des communications du Québec. Et il vient nous faire le portrait de l'économie du livre au Québec. Je vous demande d'accueillir M. Claude Martin, s'il vous plaît. Bonjour, merci de m'accueillir. Au Québec, on pourrait remonter dans l'histoire, je ne le ferai pas ici, faute de temps, mais il est important de savoir qu'il y a eu des phases de construction, comme la Deuxième Guerre mondiale, comme les années 60, comme les années 80. Et à travers ça et l'aide de l'État, on aboutit à une situation qui est enviable pour une économie qui est relativement petite, une société qui est peu nombreuse, d'une industrie du livre, des industries du livre qui sont relativement florissantes. Plus récemment, bien sûr, il y a l'arrivée du numérique. J'en parlerai très courtement pour dire ça veut dire l'arrivée de nouveaux joueurs. Anciennement, bien sûr, l'éditeur allait voir un imprimeur. Bien maintenant, il faut qu'il aille voir une boîte spécialisée pour tourner le tapuscrit ou le livre dans un produit numérique. Donc, plein de joueurs nouveaux, y compris des librairies numériques et des entrepôts numériques qui sont situés un peu partout dans le monde, mais au Québec aussi. Ça veut dire que du point de vue statistique, c'est pas toujours facile d'avoir des données de certains de ces nouveaux joueurs. Et il y a des nouveaux joueurs qui sont très particuliers qu'on pourrait appeler les pirates. Et les pirates, ils sont très faciles d'accès, très présents, et ils inondent le monde numérique pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons. Et malheureusement, comme on n'a pas de données financières sur eux autres, les seules données qu'on a, c'est quelle est la lecture qui se fait du côté du numérique. Ah, bien là, il y a un problème d'ordre ici. Bon. Pratique de lecture. Ici, on a un graphique qui montre la lecture en général, donc celle des journaux, celle des magazines et celle des livres. Malheureusement, la série sur le livre est brisée ici, là. Il y a une année, pour des raisons méthodologiques, qui n'a pas été mis dans le graphique, qui est fait à partir des grandes enquêtes que le ministère de la Culture et des Communications fait au Québec à tous les 5 ans. Si on remarque que la lecture de ce qui est la presse écrite a connu une chute, entre autres parce que la lecture de l'information à travers les médias numériques, à travers le web et ainsi de suite, a pris la place beaucoup. Pour ce qui est du livre, c'est relativement stable. Ça paraît malheureusement pas beaucoup à cause de cette discontinuité. Mais si on regarde ici 82, on voit que les taux de lecture sont relativement restés stables. Bon, il y a beaucoup de transformations. La façon dont les statistiques ont été faites a changé un peu. Comme par exemple, en 2014, on a laissé tomber la lecture, enfin, on a séparé la lecture pour des raisons professionnelles et scolaires. Et ça compte, parce que le taux de lecture des jeunes n'est pas nécessairement dû à une adhésion au plaisir de la lecture, mais au fait qu'il y a des lectures obligatoires à l'école. Donc, la lecture de livres n'est pas en chute libre. Il y a des transformations, il y a des diminutions. Mais ça se passe un peu partout dans le monde. Donc, on ne s'alarmera pas. Et pourquoi il y a une baisse des temps de lecture? Ici, on le voit dans plusieurs pays. Bien, tout simplement parce qu'il y a une invasion médiatique de nouvelles façons de passer son temps, et ça depuis le début du 20e siècle. Et on ne peut pas lutter contre le fait qu'il y a 24 heures dans une journée. Donc, il y a une baisse du temps de lecture de livres et du nombre moyen ou médian, et ce n'est pas la même chose, évidemment, ce qui nous indique qu'il y a encore une cohorte de forts lecteurs ou lectrices, on devrait dire fortes lectrices, puisque
les femmes lisent plus que les hommes, mais ce phénomène-là lui-même tend à s'atténuer. Donc, il y a une concurrence, on l'a dit tantôt, de beaucoup d'autres choses. Ça vaut la peine de regarder à tous les 5 ans, lorsque le ministère de la Culture sort son enquête sur les pratiques culturelles, la répartition des pratiques selon différents critères de groupe. Ici, je n'ai pas pu tous les mettre. Le plus classique, c'est les hommes et les femmes. Traditionnellement, les femmes lisaient presque 2 fois plus de livres que les hommes. Et lisaient surtout toutes sortes de livres. Évidemment, la position des femmes dans la société a changé dans le temps. Et aujourd'hui, les taux d'emploi, c'est-à-dire que c'est le même horaire, le couple, les 2 parents travaillent, et ainsi de suite, ça va toucher cette différence-là, mais elle existe encore. Et ce n'est pas pour rien que les listes de best-sellers portent souvent des caractéristiques féminines. Ça varie classiquement selon la scolarité, on le sait tout le monde. Et quand on sait que les garçons au secondaire ont des problèmes de rester à l'école et de réussir, ça devient un facteur très important pour l'avenir du livre. Il y a des différences selon la langue. Les francophones au Québec étant d'origine catholique, on ne les a pas trop poussés à lire, alors que les anglophones, anciennement, étaient de religion protestante, et on les incitait à lire la Bible et d'autres choses, et ça, il en reste des traces nombreuses de cette différence-là. Donc, il y a un ensemble de facteurs qu'il faudrait, là, on n'a pas le temps ici, fouiller beaucoup plus en profondeur. En particulier, le vieillissement de la population, c'est un bassin de lecteurs formidable. Donc, il faut regarder ça. Excusez-moi, j'oublie de tourner à la bonne place. Voilà. Alors donc, hommes-femmes, âge, scolarité, ce sont toujours des facteurs déterminants. L'usage d'Internet, ce n'est pas dans ce tableau-là. Je vais fermer ça pour ne pas me distraire. L'usage d'Internet, c'est un facteur. Et ce n'est pas parce qu'on utilise Internet beaucoup qu'on lit moins. Ça dépend de l'origine familiale et de l'origine scolaire. Les gens qui sont plus scolarisés et qui viennent d'une famille où on était habitué à lire vont lire beaucoup et consulter l'Internet aussi beaucoup. Mais dans les cas de familles qui n'ont pas formé à la lecture, on a tendance à avoir un usage de l'Internet qui est plutôt ludique et le résultat n'est pas très intéressant du point de vue de la lecture. Les dépenses. Alors, si on regarde les dépenses moyennes de l'ensemble des ménages en dollars constants pour la lecture, bien, on ne sera pas catastrophé. On va être content de constater que les gens, les ménages, comme on dit, dépensent de façon relativement constante pour l'achat de livres. On a vu tantôt que le temps de lecture diminuait, mais c'est relativement rassurant, cette chose-là. Mais il y a une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle, c'est que dans les ménages, une part de plus en plus grande des dépenses vont vers l'accès à des produits culturels ou, pour être plus clair, Internet, cellulaire. 2 réseaux qui portent énormément de produits culturels, mais qu'on cherche à obtenir de plus en plus gratuitement. Alors, la courbe qui est montante, là, c'est celle des dépenses pour accéder. Alors, quand est-ce qu'on a dépensé 300, 400 $ par mois pour accéder, lorsque vient le temps d'acheter un livre, on hésite. On va sauter celle-là. Les ventes de livres neufs au Québec ont connu une remarquable croissance, on pourrait dire depuis 1950, mais depuis un certain nombre d'années, depuis 2010, il y a une lente décroissance. Remarquez bien que mon graphique il est fait en mettant l'axe des valeurs, des ventes, à 0 en bas. Je pourrais être dramatique et commencer mon graphique en écrémant juste le haut. Ça serait faux. Il y a une lente décroissance des ventes de livres, mais ce n'est pas une décroissance importante. On va sauter par-dessus ça. Le numérique, 1,22 1,22%
des ventes de livres sont des livres numériques. On peut se tromper un peu ici. On peut se tromper parce qu'il y a des ventes de livres numériques qu'on n'attrape pas. Lorsque ça part par un circuit complètement hors Québec, complètement, on ne les aura pas. Mais ça, c'était vrai aussi pour le livre papier. Vous achetez un livre sur Amazon, ça ne paraîtra pas dans les statistiques de livres ici. Mais ce n'est pas énorme. Donc, Françoise nous a dit tantôt, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça ne progresse pas si vite que ça. Mais la piraterie n'est pas là. Et elle, j'aimerais ça qu'on la mesure avec plus de soin. On y reviendra. Où est-ce qu'on achète et qu'on vend où est-ce qu'on vend ces livres-là? Eh bien, les librairies indépendantes et les librairies à succursales, tout le monde connaît le nom ou les noms, se font une concurrence assez serrée. Et à travers les années, comme ici, on a une petite baisse à un moment donné vers la fin des librairies à succursales, mais vous vous rappellerez peut-être certains conflits qui ont été, dans lesquels une chaîne de librairies importante a été mêlée et ça apparaît dans ses ventes, et donc on voit ça. Par ailleurs, si on regarde ça sur l'année, on voit que ça varie beaucoup et pas tout à fait à la même place. Les librairies, excusez-moi, les librairies indépendantes et les librairies à succursales n'ont pas le même profil selon les mois. Pourquoi? Parce que les librairies indépendantes sont celles qui fournissent aux institutions, en particulier scolaires, des livres. Et on voit très bien là-dedans qu'il y a des mois de l'année où il y a un fort volume de vente de livres scolaires. Ce n'est pas les seuls canaux par lesquels ça passe, mais lorsqu'on vend des livres au réseau scolaire, évidemment, c'est des achats qui peuvent être très importants numériquement. Mais ça aussi, ça varie beaucoup dans le temps. Une bonne réforme scolaire, ça aide à vendre des livres, comme vous savez tous. Les coops. Parmi les librairies qu'on nomme indépendantes, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans une chaîne, il y a les librairies scolaires qui voient leur part de marché lentement se rapprocher de celle du réseau des librairies indépendantes sur la rue. Et on comprend pourquoi. Les librairies scolaires, évidemment, sont, par exemple, dans un cégep, et ils sont très bien placés pour vendre des livres parce que, évidemment, les profs recommandent des livres et la librairie les stocke, et on va là. Donc ça, c'est une petite structure qui est un petit peu cachée et qui a son importance. L'achat de livres numériques au cours des derniers mois. Là, je vais être obligé de retourner comme mes yeux ne sont plus très bons sur mon écran ici. Pour voir moi-même ce que j'ai mis à l'écran. Je m'excuse. Ce qu'on voit ici, c'est que les gens qui déclarent à l'enquête sur les pratiques culturelles déclarent acheter 70% de leurs livres chez des librairies numériques hors Québec. Et ça, je ne suis pas 100% certain que ça reflète totalement le volume tel qu'il est, mais ça, c'est profondément dérangeant. Parce qu'évidemment, c'est très facile, si on a une liseuse Amazon, en fait, on n'a pas le choix, d'aller acheter des livres chez ce vendeur-là. Et si on a une Kobo, de se ramasser en quelque part dans un magasin Kobo, et ainsi de suite. Alors ça, c'est un peu dérangeant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des livres québécois à travers ça. Apple est parfaitement capable de vendre des livres québécois qui passent par des entrepôts numériques québécois, et ainsi de suite. Mais ça veut dire qu'on a de la difficulté à les rejoindre, et pourtant, ce n'est pas beaucoup plus difficile d'acheter un livre chez un libraire, enfin, dans le site des libraires québécois indépendants, que chez Amazon. Peut-être un petit peu plus difficile, cependant. Donc ça, c'est un point dérangeant. Les librairies au Québec, encore une fois, lorsque je fais des graphiques, je mets l'axe à 0. Il y a une légère décroissance. On évoque tantôt qu'il y en a qui ouvriraient maintenant, mais il y a une légère décroissance du nombre de librairies au Québec. On est
dans l'ordre en haut de 350. J'ai ajouté une petite information là-dedans. Si on tape dans le web librairie de livres usagés au Québec, on va obtenir une centaine de noms. Ils peuvent compter ou ne pas être comptés parmi les 350 qui sont là, mais il y a quand même un certain volume de librairies usagées, vous le savez autant que moi. Donc, il y a une diminution qui reflète probablement une rentabilité moins grande, mais qui n'est pas catastrophique encore dans les circonstances. On a déjà été bien pire que ça si on remonte à 1950. Un vieux tableau ici, évidemment, les gens n'aiment pas ça, voir des vieilles données, mais c'est un tableau structurel. On a parlé tantôt du marché du livre scolaire et du marché du livre général, littéraire, comme on dit parfois. Eh bien, ces deux marchés qui ont une ampleur à peu près semblable, mais qui ont des caractéristiques assez différentes, c'est que la part québécoise du marché dans le marché scolaire est beaucoup plus élevée. On le sait, évidemment, un manuel scolaire, ça a tendance à être fabriqué en fonction des programmes québécois. Ce n'était pas le cas dans mon vieux temps, dans le cours classique, où on achetait des livres belges. Mais donc, ces deux marchés qui ont une importance économique très grosso modo semblable, mais dont la part québécoise pour les éditeurs n'est pas la même du tout, beaucoup plus forte dans le scolaire. Et si on regarde la part des éditeurs, selon qu'ils sont au Québec ou qu'ils sont de propriété québécoise, ce n'est pas la même chose. On peut avoir un éditeur français qui est au Québec et on peut avoir un éditeur québécois qui est au Québec, de propriété québécoise. Je ne rentrerai pas dans la lecture détaillée des nombres, mais ils sont très intéressants. On est dans le 40, parfois 50 %. Ça dépend des types de livres, bien sûr. Un guide de l'auto, on n'achètera pas le guide parisien, c'est certain, mais un roman, on va acheter le roman en France un peu plus souvent. C'est une performance spectaculaire, considérant le petit marché dans lequel on est. Et ça, on peut être absolument heureux de cette chose-là. Les bibliothèques publiques au Québec, on ne rentrera pas dans le détail des nombres, ont connu un rattrapage formidable depuis 15 ans, 10 ans, 15 ans. On rejoint maintenant, grosso modo, le tiers de la population et ce sont des lieux qui sont de plus en plus conviviaux, intéressants, qui ont des programmes dynamiques et qui font lire beaucoup de livres et qui achètent aussi beaucoup de livres et qui aussi distribuent des livres numériques, mais malheureusement dans un format qui est un peu rébarbatif. Donc, les bibliothèques publiques ici, on a rattrapé, pas totalement, mais une bonne partie du retard historique qu'on avait. Regardez la date de fondation de la bibliothèque publique de Westmount, puis comparé à d'autres villes, on voit qu'il y a un important problème qu'on a connu dans le passé. Allons vers les résultats. On n'a pas des résultats de rentabilité pour tous les domaines de la chaîne du livre. En particulier pour les librairies, là, j'en ai un petit, mais c'est loin d'être suffisant. Les auteurs, d'abord. La chose qu'il faut savoir, c'est que les revenus totaux des auteurs et de différentes sources, on ne fera pas le détail, sont sont un peu étaient en 2001. Ça n'a pas été refait pour le Québec depuis 2001, ce serait temps qu'on le refasse, était un peu en bas de la moyenne de l'ensemble des payeurs de taxes du Québec, puisque ce sont des données qui sont faites sur la base des rapports d'impôts. Oui. Donc, c'est pas si catastrophique que ça. Bien entendu, là-dedans, il s'agit d'auteurs membres d'associations d'auteurs. Moi-même, je suis un auteur, mais je ne suis pas membre d'une association d'auteurs, je suis un professeur. Donc, je publie des trucs qui rapportent peu d'argent, qui vendent peu. Et même si j'ai écrit beaucoup, je ne suis pas membre d'une association d'auteurs et j'ai très peu de droits d'auteur. J'en ai quand même un petit peu. Mais les auteurs qui sont là, c'est ceux qui sont membres de regroupements comme l'Union des écrivains et des écrivaines du Québec. Donc, du point de vue des auteurs, ce n'est pas catastrophique. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a 2000 auteurs au Québec qui vivent de leurs droits d'auteur. Vous le savez comme moi, ce n'est pas ça.
Si on regarde au Canada et on prend les données du recensement, là, c'est un peu différent parce que c'est la personne qui se déclare un auteur ou un écrivain. Bien, on a un résultat à peu près semblable avec simplement 2 de différence entre les revenus de l'ensemble des répondants au recensement, tout le monde, somme toute, seulement 2 Donc, c'est remarquable. Si on regarde les éditeurs, c'est moins remarquable, mais ce n'est pas catastrophique. On a ici la marge bénéficiaire. C'est un très mauvais critère. Les économistes savent très bien que le taux de rendement sur le capital serait meilleur, mais on fait avec ce qu'on a. La marge bénéficiaire, c'est-à-dire je vends tant, ça me coûte tant, voici le résultat. Bien, les éditeurs québécois sont un peu en haut de la moyenne de l'ensemble des industries au Québec, avec 8,7 ça c'est en 2006. On a les années suivantes, mais on n'a pas le graphique, contre 7,6 pour l'ensemble des domaines. Donc, malgré les difficultés, c'est une industrie, l'édition, relativement rentable, avec les données qu'on a. Je reviens derrière. Si on regardait la marge des librairies, ce n'est pas refait de façon régulière. Statistique Canada trouve qu'il n'y a pas assez de librairies pour faire des données séparées. Donc, il faut remonter en 2001 et comme on sait, ça varie beaucoup d'une année sur l'autre pour savoir que la marge des librairies était de 2,7 mais en 2001, c'est loin. C'est plus faible que l'édition. Et ça se comprend puisqu'on a vu que le nombre de librairies diminue. Donc, il y a des gens qui trouvent que ce n'est plus rentable, cette chose-là. Dernier point du bilan, le commerce extérieur. Vous ne savez peut-être pas que dans l'audiovisuel, le Québec a une balance commerciale positive. C'est très étonnant. Mais la vie d'un film, c'est long, puis la vie d'une série de télévision, c'est long. Mais dans le domaine du livre, on a une balance commerciale négative, c'est-à-dire qu'on importe plus de livres qu'on en vend à l'étranger. En particulier, bien sûr, on sait, on importe des livres de France, d'Europe, des livres américains traduits en France, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un élément du bilan. C'est ce bilan négatif-là. Ça a été fait pour la dernière fois en 2007. C'est un travail extrêmement complexe. Je vois Dominique Jutras qui est là. Si ça pouvait être refait, ça serait évidemment très bon. Conclusion, il n'y a pas de grand bouleversement. Il n'y a pas de diminution fantastique. Il n'y a pas de consommation qui varie beaucoup, beaucoup. C'est relativement stable. Je pense que Mme Benamou est arrivée à un constat à peu près semblable. On est enviable pour une société numériquement petite, pour le niveau de production et surtout la part de marché qu'on a ici. Les bibliothèques publiques ont fait des gains formidables. Notre part de marché, c'est un succès. Le numérique est là. Il ne bouleverse pas encore le marché, mais il menace, et il faudra en tenir compte. Mais il y a d'autres menaces. À l'intérieur même de l'industrie, il y a ce qu'on appelle parfois le modèle québécois, qui a plusieurs caractéristiques, dont l'aide de l'État, qui n'est pas dramatique, là, mais qui est là. Il y a l'adhésion à un schéma du marché où chaque acteur a sa place. Le libraire fait un travail, il ne fait pas celui du distributeur, par exemple. L'adhésion, donc, à un certain nombre de choses comme ça, et chez les publics, peut-être encore plus. Donner une priorité ou aimer plus des produits culturels québécois, ça se peut que ça soit en train de changer, ces choses-là, pour toutes sortes de raisons. Donc, ce qui était le modèle québécois, il est peut-être en train de s'essouffler. Ça, c'est un point important. Ça laisse, évidemment, pour vous qui êtes ici, la question de vos rôles là-dedans, comment vous vous entendez entre vous, comment vous vous entendez avec vos concurrents, comment vous vous entendez avec les libraires qui ne sont pas des libraires indépendants, pour prendre un cas. Et la question du rôle de l'État,
s'il n'y avait pas eu d'intervention de l'État à partir des années 60 au Canada et au Québec, les industries culturelles ne seraient pas ce qu'elles sont et de loin. J'ai dit qu'elle n'était pas fulgurante, cette aide-là. En termes d'argent, c'est pas si énorme que ça. 10 des chiffres d'affaires, ça dépend selon. Je ne parle pas du cinéma, évidemment, où c'est beaucoup plus coûteux, il faut que ce soit plus. Mais sans ces règles-là, dans la musique, on les connaît. Dans le livre, sans le système que la loi Vaugeois a mis sur pied, ça serait plus difficile maintenant. Donc, cette question-là, elle est encore devant nous. Et il y a des acteurs parmi vous et parmi mes collègues qui ne veulent plus cette façon de faire-là. Alors ça, c'est des questions majeures qui vont se poser. Je vous remercie. Merci beaucoup, Claude. Là, j'espère qu'il va y avoir une ou deux questions. Il y a des micros ici. Levez-vous, déliez-vous les jambes. Il y en a pas. Claude, vous avez dit qu'il y a certaines statistiques que vous n'avez pas, par exemple, sur les livres piratés. Qu'est-ce qui vous manque, vous, comme chercheur, comme statistique, que vous aimeriez? On jase, là. Bien, on jase. On va dire une chose. Au Québec, on est mieux servi que dans toutes les autres provinces parce qu'on est le seul qui avons un organisme qui fait des statistiques de la culture. C'est pas par hasard. C'est parce qu'on est une province majoritairement francophone et que donc l'identité culturelle nous a amené à avoir un ministère de la culture. On n'appelait pas comme ça en 1961. Ailleurs, il n'y en a pas. Aux États-Unis, il n'y en a pas en passant. Et donc, on est mieux servi que tous les autres, mais ça coûte de l'argent faire des statistiques. Alors, puis parfois, c'est très difficile. Alors, évidemment, si on va voir Apple, puis on dit, vous vendez beaucoup de choses au Québec, on aimerait avoir vos livres ouverts, ils vont nous dire, vous êtes qui, vous? Donc, il y a des problèmes comme ça, mais il y a d'autres problèmes comme les librairies. On avait des indices du prix des livres, par exemple, qui étaient faits depuis de nombreuses années, qui sont disparus parce que il y a des gouvernements, à un moment donné, qui disent à Statistique Canada ou à nos organismes ici au Québec, bien là, votre budget est un peu gros. Donc, on a des problèmes, et en particulier dans le numérique, on a des sérieux problèmes parce que les données nous échappent aussitôt qu'on a des circuits commerciaux qui sont virtuels, qui passent par Internet. On ne peut pas mettre un compteur devant Internet pour dire « Ah, il a écouté Netflix ». On peut s'en douter, cependant. On a des idées, on n'est pas dans le vide total. Donc, il y a plusieurs. C'est une question qui se pose. Il y a eu un colloque il y a peu de temps sur comment les instituts de statistique vont pouvoir quantifier le domaine culturel, étant donné le numérique, où ça passe par un fil ou par les ondes. Et puis, anciennement, quand on avait un film, c'était une grosse boîte de métal. Là, c'est des bits qui se promènent. Alors, on a, entre autres, ces problèmes. C'est un gros défi. On va en parler cet après-midi. D'ailleurs, merci beaucoup, Claude. On va prendre une pause d'une dizaine de minutes, tout le monde. Et, oui, il y a une question. Ah, yes! Je vais faire un effort. Monsieur Martin, j'ai trouvé ça très intéressant, votre présentation. J'ai quand même, je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais j'ai remarqué quand vous parliez des ventes de livres numériques, les chiffres colligés par l'Institut, par l'OCCQ, on parle d'à peu près 1,4, 1,5 de part de marché. Oui. Et puis quand vous parlez des acheteurs, vous mentionnez que 70 des achats sont faits auprès des grands vendeurs internationaux. Alors, ma question, c'est, est-ce que c'est possible que nos acheteurs achètent d'autres choses que les livres recensés via les agrégateurs québécois de l'OCCQ, autrement dit, du livre anglais en numérique? Je sais pas, on n'a pas cette donnée-là. Moi, je trouve qu'il y a un gros enjeu culturel au Québec de savoir ce que les consommateurs achètent en numérique, si on ne le sait pas. Oui. C'est très difficile de relier un sondage sur les pratiques culturelles. On demande aux gens qu'est-ce que vous avez fait, puis les ventes, lorsque la caisse enregistreuse sonne. Ça arrive jamais les deux ensemble. C'est pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de la même chose. D'abord, on parle d'achat, mais de combien? Il faudrait aller beaucoup plus en profondeur dans les questions. Puis dans un sondage comme celui que le ministère de la Culture fait, il y a des limites au temps auquel on peut tenir les gens au bout de la ligne, là. Donc, il y a des problèmes de méthodologie qui font que ça coince, ça ne fonctionne pas tout à fait, cette chose-là. Maintenant, mon 1,22 %, c'était ce qui passait par les réseaux québécois. Donc, ce qui passe par ailleurs, on peut parfois l'attraper par les entrepôts numériques, mais on peut parfois ne pas l'attraper du tout. Et moi, je prétends aussi que la piraterie occupe un espace beaucoup plus grand que ce qu'on a l'impression.
et pas juste chez les plus jeunes. Et c'est très difficile à quantifier, ce phénomène-là. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui iraient acheter les 1000 livres piratés qu'ils ont dans leur liseuse demain matin chez un libraire numérique, là. C'est pas ça que je dis. Donc, c'est trop complexe encore, puis c'est pas assez gros même pour qu'on puisse dépenser beaucoup d'argent pour le moment pour courir après ça. Mais c'est une menace. Donc, le 7 millions dont vous parlez, dont l'Institut parle, ça peut être beaucoup plus large que ça, d'achat de livres numériques. Bien, j'entendais Dominique en parler il y a peu de temps. Il disait que pour lui, c'est pas beaucoup plus grand. C'est plus grand, mais pas beaucoup plus grand. C'est pas comme dans la musique à une certaine époque. Puis c'est pas comme les paradis numériques, en guillemets, Netflix et compagnie. On n'est pas dans le Napster du livre encore, là. Pas tout à fait. Merci beaucoup, Claude. Merci à tout le monde. On prend une pause d'une dizaine de minutes.